Brume littéraire. Le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 6, La grande peur dans la montagne. Charles Ferdinand Ramu. Enfin un auteur suisse. Plus que ça même, un texte qui parle de la Suisse. La grande peur dans la montagne est en effet un texte datant de 1926, écrit par C.F. Ramu, un Vaudois originaire de Lausanne. L'histoire se passe entre un village et un pâturage en montagne. Mais nous y reviendrons. L'auteur a passé sa vie entre la Suisse et Paris, et il est parvenu à une certaine renommée dans une période pendant laquelle les textes régionalistes avaient du succès en France. Bien que ses écrits décrivent souvent la montagne et les paysages pittoresques suisses, Ramu n'était pas isolé du reste du monde littéraire. Il entretenait d'étroits rapports avec des auteurs célèbres comme Jean Giono ou encore Louis-Ferdinand Céline. Ce dernier cite par ailleurs Ramu comme étant l'un des 3 auteurs dont les textes l'ont le plus influencé dans son évolution littéraire. Le roman du jour nous intéressera non seulement par son sujet, mais aussi par sa langue, ses dispositifs narratifs et énonciatifs. Commençons d'abord par notre traditionnel résumé de l'œuvre. La grande peur dans la montagne s'ouvre sur une séance de conseil général d'un village. On y vote pour un retour ou non à Sassenère, un pâturage abandonné sur une montagne où, 20 ans auparavant, une catastrophe serait arrivée. 2 camps s'opposent, les anciens, qui ont vécu lors de cette catastrophe, et les jeunes, qui soutiennent que le passé est révolu et qu'il faut profiter de ce vert pâturage et des ressources économiques qu'il peut amener au village. Supérieurs en nombre, ce sont les jeunes qui remportent le vote. Le projet continue ensuite par une première inspection du pâturage et du logement sur place, ainsi que le recrutement des 7 membres qui iront sur la montagne. L'équipe fraîchement constituée est prête à se rendre sur place. Après une première grosse journée de travail, Barthélemy, qui faisait partie de l'expédition 20 ans plus tôt, raconte à ses camarades ce qui s'y était passé. Des morts mystérieuses et des bruits de pas autour du chalet. Quelques jours plus tard, comme un signe annonciateur, un âne disparaît et certaines bêtes tombent malades. Le soir même, on entend des bruits de pas sur le toit. Le médecin du village, étant venu inspecter le bétail, ordonne de tuer les vaches contaminées et de les enterrer. On interdira aux hommes de descendre dans le village et un poste de garde sera installé pour surveiller le respect de cette règle. Un jour pourtant, Romain, l'un des membres de l'expédition, apparaît au poste de garde, ensanglanté, pour une raison inconnue. Le soir même, une femme, qui désirait rejoindre son époux au pâturage, disparaît, comme l'âne avant elle. À Sassenère, les bêtes s'affolent, tandis que les hommes sont réfugiés dans le chalet. Beaucoup de bêtes sont blessées et doivent être tuées et enterrées. Ils abandonnent peu à peu tous leurs espoirs, et les hommes perdront tous la vie de manière mystérieuse. Barthélemy, dernier survivant, descendra au village avec le troupeau, et les habitants l'attendront et le tueront, lui et tout le troupeau. Suite à cet acte de folie, le glacier en haut de la montagne craque et inonde toute la vallée. Quelle intrigue! Plus terrifiante que nombre de nos films d'horreur actuels. Les événements malheureux sont étonnamment nombreux pour un livre si court. Alors ralentissons un petit peu notre rythme et essayons de décortiquer tout cela. Malgré la multitude d'événements décrits, le récit se caractérise aussi et surtout par sa simplicité. Les événements s'enchaînent de façon logique. Les causes et conséquences sont cohérentes et faciles à déceler. Les personnages aussi sont très simples et ne semblent pas être importants en tant qu'individus, mais plutôt en tant que caractères. Bien qu'ils aient des noms, ils représentent, comme chez Balzac d'ailleurs, des types de personnages qu'on peut retrouver dans tous les villages. Il y a le jeune couple fiancé et ruiné, l'ancien qui raconte les légendes et qui vit de ses superstitions, le personnage étrange dont on ne comprend pas les actions, et j'en passe. Finalement, le personnage le plus important et le plus complexe de cette histoire, n'ayant pas peur de le dire, est la montagne. Celle-ci, remplie de mystères, semble en effet posséder une personnalité propre. Les personnages soulignent eux-mêmes sa puissance et sa volonté. C'est que la montagne, à présent, nous montrait ce qu'elle sait faire. Elle avait mis de nouveau sur elle une grande lumière avec un air parfaitement pur, et puis nous disait « Vous voyez, quand je veux ». Elle mettait sur elle ce beau vêtement d'air transparent pour n'être plus caché. Elle nous montrait toute la combe, nous disait « Venez voir ». Elle nous appelait. Elle entrait maintenant par la porte grande ouverte. La montagne devient supérieure non seulement aux humains, mais aussi à tous les autres éléments naturels. Elle maîtrise jusqu'à la lumière, qu'elle dirige selon ses désirs. Elle se voit même donner une voix. À défaut de pouvoir parler directement, la montagne sait se faire entendre. Mais si la montagne est un personnage,
Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire, de nous transmettre? Quel est le message principal qu'on doit tirer de ce texte? Élément naturel, elle semble continuellement prouver sa supériorité sur les êtres humains. Malgré un certain manque d'argent, le village se portait bien avant d'envoyer des hommes à Sassenheim. Une fois foulée l'herbe du pâturage, c'est une suite de malheurs qui survient, allant jusqu'à la mort de nombreuses personnes et la destruction du village. La montagne l'a mené à sa ruine, poussant même les habitants à commettre l'impensable, le meurtre d'un de leurs membres. La nature se venge d'une humanité qui n'aurait pas su rester à sa place. Ne s'agit-il pas d'un danger qui nous guette toujours? Aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Un point à ne pas négliger est la narration qui est très particulière dans ce livre. Alors que la majeure partie du récit est écrit au passé et d'un point de vue extérieur, il est parfois entrecoupé par des phrases au présent par les sujets « on » et « nous ». Mais qui est donc ce « nous » ? Qui nous raconte cette histoire ? Cela peut sembler anecdotique, mais ce n'est pas sans importance dans notre étude de l'œuvre. En effet, nous pourrions considérer que ce « on » est une sorte de conscience collective, un point de vue général qui se souvient de l'histoire. Ce n'est pas un homme ou une femme qui nous raconte cette histoire, mais le village tout entier. Prenons un exemple. Eux restèrent un moment encore autour du feu. On les a entendus rire. On ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas si Clou a parlé ou non. On se rappelle seulement qu'ils restèrent autour du feu plus longtemps qu'à l'ordinaire. Personne n'y était, mais on s'en souvient tout de même. Ces récits collectifs sont importants et offrent une clé d'analyse précieuse pour cette œuvre. Souvenez-vous, le récit avait débuté avec un débat entre les anciens, qui se souviennent d'un malheur passé, et les jeunes, qui sont passés à autre chose. Et on entre maintenant dans toute la question des croyances compagnardes et de la question du réel et du mythe. Comme dans notre épisode sur la peau de chagrin de Balzac, on peut se demander ce qui est réel. Tous les éléments qui arrivent au personnage pourraient être causés par le hasard. Des disparitions qui seraient dues à des chutes dans la montagne escarpée, une épidémie bovine qui décime une grande partie du bétail, un glacier qui se détache de manière inattendue. Tout s'expliquerait par la logique. Mais rien qu'en lisant une partie de ces malheurs, on peut déjà être submergé par la quantité trop importante pour être due au hasard. En lisant le texte d'ailleurs, on ne se pose jamais vraiment la question du hasard ou non. Le commencement de l'histoire, confrontant anciens et jeunes, nous laisse bien voir qu'un mystérieux malheur était déjà arrivé. Une fois sur le pâturage, Barthélemy résume ce qui s'est passé lors de cette précédente expédition. Comme une prémonition, ils entendent des bruits de pas sur le toit, et tout recommence comme 20 ans auparavant. Lisons ensemble ce passage, alors que les résidents du chalet entendent ces bruits pour la première fois, et concentrons-nous sur la manière dont les sons sont représentés, notamment par les répétitions de consonnes. Il pleuvait à grosses gouttes. L'eau s'étant frayé un passage entre les pierres plates qui couvraient le toit, tombait autour de vous, sur la terre battue. Il y avait sur le toit un bruit, comme si on marchait sur le toit. À l'intérieur du chalet, il y avait un petit bruit, comme si on parlait à voix basse. Il y avait aussi le vent qui se levait. Entre les coups de vent, on entendait meugler les vaches dans l'abri. Entendez-vous cette pluralité de sons qui, comme de la musique, se combinent pour créer une atmosphère générale? Cette partition, bien plus qu'étant uniquement composée de différents éléments indépendants, a pour chef d'orchestre nul autre que la montagne qui se fait entendre et qui produit tous ces événements. Mais n'oublions pas une chose. Le narrateur de l'histoire, ou de la légende peut-être, est une sorte de conscience collective du village. Le récit est arrangé pour que le lecteur croie à tout ce qui arrive, qu'il ne doute pas de la véracité de ses propos. Et si tout cela n'était qu'une croyance, si rien de tout ça n'était réel, et ne faisait que partie de notre histoire à cause d'une superstition qui perdure. Tout comme les anciens, au début du texte, qui mettent en garde les jeunes en faisant allusion à ce qui s'était passé auparavant, ne lirait-on pas un autre récit des anciens qui tente de nous convaincre de nous méfier? Alors que le texte finit par donner raison aux aînés, avec la répétition des éléments prédits, on peut tout de même se mettre à douter. La question qui se pose pour tout lecteur est « dans quel camp sommes-nous » Si c'était à refaire 20 ans plus tard, est-ce qu'on écouterait les anciens, ou retenterions-nous le coup? Alors que les réponses semblent évidentes une fois la lecture de La Grande Peur dans la montagne achevée, elles reviennent au fur et à mesure qu'on repense au texte. Et maintenant, si nous essayions d'appliquer les questions suivantes à nos vies. Apprenons-nous de nos erreurs? Devons-nous les oublier pour mieux nous reconstruire? Deux questions primordiales dans notre manière d'appréhender notre situation actuelle. On peut également se demander si l'histoire se répète. Que tirerons-nous de nos souffrances passées, de celles de nos ancêtres dont nous écoutons les histoires à demi-oreille? Merci d'avoir écouté Brume littéraire.
le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.